Donc nous allons maintenant voir en détail le contenu du rapport. Donc ça consiste en quoi le contenu du rapport? Qu'est-ce qu'un rapport doit contenir? Est-ce qu'il doit contenir des pages d'introduction, des pages de garde, comment on gère les annexes, comment on gère les glossaires, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il n'en faut pas? Donc là on est vraiment sur de la forme, quelque chose qui est entre la forme et le fond. On va pouvoir tout ça en détail. Alors, premier point, comme toujours hein, dans cette présentation, c'est des recettes de cuisine, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est des conseils. Quand je dis que c'est obligatoire, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça l'est quand même, c'est plus ou moins, et les gens s'y attendent. Alors, tout rapport doit contenir dans l'ordre. Page de garde, ça semble obligatoire, quelque chose qui commence par une page blanche, c'est pas cool. On verra un petit peu plus loin ce que la page de garde doit contenir, hein, comme des dates, des lieux, les noms des auteurs, ce genre de choses. Vous pouvez vous permettre ensuite de mettre une page de remerciement, ça se fait, quel que soit le type de rapport. C'est une partie assez sympathique et qui permet de mettre en valeur les personnes qui ont travaillé avec vous, notamment dans le cadre de vos stages, si vous faites des stages et que vous remettez un rapport à l'entreprise, à vos enseignants, remerciez tous les gens avec qui vous avez travaillé, qui vous ont apporté quelque chose, ça leur fait plaisir et il ne faut pas hésiter à le faire. Pour un TP, si vous avez un TP un petit peu compliqué, vous avez fait appel à de l'aide extérieure, pareil, remerciez ces personnes-là, ça montre votre implication vis-à-vis de ces personnes-là, ça montre également que vous êtes allé chercher de l'information au-delà des informations qui pouvaient vous être mises à disposition, donc vous êtes curieux, donc encore une fois, un rapport c'est le reflet de vous-même, donc ça vous mettra en avant. Ensuite, systématiquement, de façon obligatoire, il faut faire un résumé. Alors, on n'est pas habitué en français à faire des résumés quand on fait des rapports. Donc on commence par l'introduction, on ne dit rien du tout de la façon dont ça va se passer derrière, il faut tout lire pour pouvoir comprendre le rapport, le document, et enfin arriver à la conclusion pour avoir les bonnes informations. Petit rappel qu'on a vu donc dans la partie d'introduction, un rapport c'est fait pour faire gagner du temps. Donc qui dit faire gagner du temps dit donner un maximum d'informations dans un minimum de place. D'où l'obligation, pour moi, de faire un résumé au début. Et un résumé, c'est quoi? C'est à la fois le résumé d'introduction, du développement, tout ce qu'on a réussi à trouver, et la conclusion. Tout ça de façon très condensée. Les anglo-saxons font ça depuis très très longtemps, ça s'appelle les abstracts en anglais, et ils sont, eux, vraiment dans une pensée qui est de faire gagner du temps. Il faut se mettre dans cette même pensée-là. C'est pas grave de donner les conclusions dès le début. Au contraire, c'est beaucoup plus facile de comprendre le rapport qui va derrière. On gagne un temps fou. Faites-le, c'est fondamental. J'y reviendrai quand on reviendra en détail sur cette partie de résumé, sur ce que doit comprendre un résumé. Ensuite, un rapport doit contenir une table des matières. L'objectif du rapport, c'est de faire gagner du temps, c'est de retrouver une information rapidement, donc de proposer un outil de recherche minimum. Ça s'impose évidemment. Si vous avez beaucoup de figures, si vous avez beaucoup d'annexes, de tableaux, d'équations, que c'est pas forcément facile de s'y retrouver, je conseille également de faire des listes d'annexes, de figures ou autres. Si vous n'avez que quelques graphiques, quelques photos, c'est pas forcément la peine, on les retrouve de façon assez simple. Et là aussi, ça dépend du type de rapport que vous remettez. Si vous remettez un rapport scientifique, une thèse où il y a beaucoup d'équations, c'est vraiment quelque chose qui devient obligatoire. Si vous remettez un rapport qui est plus textuel, avec quelques tableaux, si vous remettez un rapport marketing, c'est pas forcément obligatoire. Autre partie absolument obligatoire et fondamentale dans un rapport, c'est de faire une introduction. Ça peut paraître bête, mais ça permet de positionner le débat, positionner le contexte, de dire ce qu'on va faire, de dire à qui on s'adresse, et donc de cadrer le scope du travail. Donc fondamental, obligatoire. Évidemment, il ne faut pas oublier le contenu, hein. Séparé en grandes parties. Je vous renvoie sur le chapitre précédent sur la structuration du contenu pour savoir un petit peu comment on peut le découper. Ça se découpe, petit rappel, de façon logique avec le constat, une analyse et une conclusion. Évidemment, le rapport doit contenir une conclusion et étape suivante. Sinon, il manque quelque chose à la fin, hein. C'est comme un repas sans dessert, il manque quelque chose en bouche, c'est toujours un petit peu dommage.
et également obligatoire vos sources d'information. Donc que ce soit bibliographique ou que ce soit webographique, tout ce que vous avez pu trouver. D'autant plus sur le web que les pages peuvent devenir rapidement obsolètes et donc mettre la source, c'est quelque chose d'obligatoire. Un glossaire, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de valeur, surtout si vous utilisez des termes très techniques ou des termes spécifiques liés à un public. Petit rappel, un rapport, ça se fait en fonction d'un public. Ce public peut utiliser des termes qui lui sont spécifiques. Si vous voulez que ce rapport soit accessible à d'autres personnes, eh bien, il faut créer un glossaire. C'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'avec les outils électroniques, vous pouvez renvoyer automatiquement ou utiliser un style particulier sur des mots et les renvoyer au glossaire. Donc quand on va le lire de façon électronique, en passant simplement la souris dessus, vous pouvez avoir la définition qui apparaît ou en cliquant sur le mot directement, aller sur le glossaire. Donc il ne faut pas s'en priver, ça ne mange pas de pain, c'est facile, faites-le. Des annexes, un rapport peut contenir des annexes, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas, donc petit conseil, faites des annexes. Donc on va regarder maintenant dans le détail chacun de ces éléments et regarder ce qu'ils doivent contenir. Comme toujours, ce sont des recettes de cuisine, elles peuvent être améliorées, un petit peu plus de sel, un petit peu moins de poivre, et vous pouvez vous les faire à votre sauce. Ce sont des grandes lignes, ce sont des recommandations, mais après, c'est à vous de jouer. Alors, que doit contenir une page de garde? Un titre, à la crédibilité du rapport et également lié aux auteurs. Donc c'est fondamental. L'autre point fondamental, c'est de pouvoir retrouver les personnes qui ont écrit ce document pour pouvoir éventuellement leur demander plus d'informations. Donc important également avec les informations liées à l'auteur, de mettre la façon dont on peut contacter ces personnes-là. Typiquement un email que vous garderez à vie et qui vous permettra de répondre aux questions de ces personnes-là. On va retrouver d'autres informations comme le nom de l'entreprise, des partenaires, du labo, du tuteur, peu importe en fait, mais des informations de contexte, encore une fois, qui vont permettre de bien positionner le rapport. La page de garde, d'un point de vue forme, il faut qu'elle soit jolie à regarder, c'est important. Il faut donner envie de tourner la page, il faut donner envie de regarder à l'intérieur. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop exubérant, sauf pour des rapports marketing évidemment, où là on va quand même demander un petit peu de créativité. Et sinon, il faut que ce soit relativement sobre. N'hésitez pas à utiliser des photos, n'hésitez pas à utiliser la couleur, n'hésitez pas à utiliser des images. Quand vous l'imprimez, pensez à le faire sur du papier cartonné, à mettre une page de garde protectrice en papier transparent et rendez-la sexy, votre page de garde, qu'on ait envie de rentrer dans le rapport, tout en restant quand même un minimum sobre. Cette page de garde ne se numérote pas. Prenez l'exemple des livres. Quand vous avez un livre, la première page n'est jamais numérotée et ne rentre pas d'ailleurs non plus dans la numérotation des pages du rapport. Les remerciements, donc là c'est facultatif, c'est une page que vous pouvez nommer directement remerciements. Quand vous citez quelqu'un, donnez son nom, et pas Bob, mais vraiment son vrai nom, sa fonction, en quoi ils vous ont aidé, en quoi cette personne vous a aidé, et
quand même aux limites, si vous vous adressez à des gens qui sont très très stricts, lâchez vos moyens, quoi. Évitez de dire que vous avez passé vos nuits en soirée, que vous remerciez la serveuse de vous avoir plusieurs fois raccompagné dans le taxi. C'est des choses un petit peu déplacées. Remerciez juste la serveuse sur la fonction. Soyez inventif et créatif, c'est un petit clin d'œil, vous pouvez, il y a de l'humour, mais pas abuser quand même. Ça se numérote pas non plus, ce type de page-là, pas la peine de mettre de numéro. Ensuite, ma partie favorite, le résumé. Donc on va y passer un petit peu de temps sur cette partie-là. Donc ça s'appelle résumé en français, abstract en anglais. Ça sert à quoi? Ça sert à gagner du temps. C'est fondamental. Cette page de résumé, elle doit être synthétique, elle doit tout retracer, à la fois l'introduction, le contexte, le cheminement, les résultats obtenus, les échecs qu'on a pu rencontrer, de façon très très synthétique, utiliser un maximum de mots-clés. Ce sont souvent les pages qui sont le mieux indexées quand vous êtes dans des intranets ou quand vous êtes sur Internet pour des rapports. Donc c'est absolument fondamental de soigner cette partie-là. C'est évidemment la dernière partie écrire. On ne peut pas faire le résumé tant qu'on n'a pas écrit le reste. Et c'est du coup celle qu'il faut soigner le plus. Si vous parlez plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol, arabe, peu importe, faites l'exercice de faire le résumé dans toutes les langues dans lesquelles vous parlez. Votre document n'en prendra que plus de valeur, d'autant plus qu'aujourd'hui, tous les documents sont majoritairement électroniques ou une vie de façon électronique au sein des entreprises, au sein même des écoles ou sur votre propre site web. Faire ce résumé-là dans une langue étrangère, même si le rapport est écrit en français, c'est des opportunités de faire gagner du temps à des personnes qui vont lire ce rapport-là dans d'autres pays. Ils vont pouvoir vous contacter en disant hey, ce sujet-là m'intéresse, c'est pile poil mon domaine, je parle pas ta langue, mais est-ce que tu peux m'aider? Quels sont les points clés? Je suis intéressé par cette partie-là. Et là, vous pouvez être sûr que vous avez fait des heureux. Côté quantité, bon, c'est encore une fois, tout dépend de la taille de votre rapport, mais une page de résumé c'est bien, quelle que soit la taille du rapport, parce que mine de rien, il faut qu'il y ait quand même de la matière. Vous pouvez aller jusqu'à 2 pages, si vraiment vous avez des rapports épais qui contiennent beaucoup de choses, mais il ne faut pas dépasser ces 2 pages-là. Objectif, gagner du temps. Objectif, synthétique. Et encore une fois, il faut que ça contienne tout. La problématique, le raisonnement, les conclusions, tout ce qu'on a pu avoir. 90% du temps, c'est la seule page qui va être lue dans votre rapport de façon complète quand vous allez remettre ce rapport-là. Les gens, après, à qui vous avez remis ce rapport-là, vont directement aller aux parties qui les intéressent, feuilleter le reste de façon très très rapide, et point barre. Donc, ça doit être impeccable. Là non plus, pas la peine de numéroter cette page-là. Ça s'appelle résumé. Ça fait partie du rapport, ça fait partie des premières parties du rapport, et c'est la page la plus importante. Si vous avez une page à soigner, c'est celle-là. Capitale, obligatoire. Cette notion de résumé, vous allez également pouvoir l'utiliser pour toutes les parties. Chaque partie, vous allez la commencer par un résumé, une demi-page, une page. Pourquoi? Encore une fois, faire gagner du temps. J'ai lu ce résumé-là. Ça me donne envie de lire la partie 2. Je vais sur la partie 2. Partie 2, j'ai le titre. Et juste en dessous, j'ai un résumé de ce que je vais avoir dans la partie. Avec un petit peu plus de détails. Ça me permet de rentrer dans le sujet encore de façon plus précise et d'avoir plus d'informations. D'y arriver armé. De pouvoir trouver mon information plus rapidement. De pouvoir comprendre plus rapidement. Fondamental. Je connais beaucoup de personnes qui ont mis en pratique cette notion de résumé et qui m'ont remercié parce qu'effectivement ça a fait gagner du temps aux personnes à qui ils ont remis ce rapport-là. Je travaille beaucoup avec des juniors entreprises, je donne ce cours-là à beaucoup de juniors entreprises et il y en a certaines qui ont mis dans leur rapport systématiquement un résumé. Le retour des clients est très très positif et du coup ils ont d'autres clients, le client recommande, ils le fidélisent et ils font gagner du temps. Objectif, gagner du temps, résumé, c'est fait pour ça.
Table des matières. Partie suivante. Donc, la table des matières doit contenir les titres des différentes parties. Et quand on dit titre des différentes parties, c'est le même titre dans la table des matières que dans le rapport. J'ai vu certaines personnes retaper à la main une table des matières. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est un processus automatique aujourd'hui avec les outils informatiques. À condition, dans la partie mise en page, donc on y reviendra un petit peu plus loin, d'utiliser les styles qui sont à disposition. Dans Microsoft Word, il y a la possibilité d'avoir des styles, titre 1, titre 2, titre 3. Et du coup, l'utilisation de ces styles permet de créer automatiquement la table des matières. Comme ça se fait de façon automatique, comme la table des matières c'est aussi là pour faire gagner du temps, il faut que les titres soient parlants. Combien de fois on voit des titres où il y a marqué développement, ou introduction, ou juste conclusion. Donc introduction, conclusion, ça va bien pour juste l'intro, la conclusion générale, mais pour le reste, c'est introduction à et 3-4 mots ou 5 mots qui permettent de décrire la partie que ça introduit. Idem pour conclusion. Idem pour toutes les parties. Il faut qu'elles soient parlantes. Il faut que prise de façon séparée, elle soit parlante. Elle apporte une information. Donc c'est pas un mot, c'est une phrase. Un titre, c'est une phrase. Pas 4 lignes, mais il faut que ça tienne sur une phrase. Donc ça c'est très important. Très important également derrière les titres de mettre le numéro de page, sinon on ne peut pas retrouver. Important également de numéroter ces titres. On verra un petit peu plus loin dans la partie mise en page les bonnes façons de numéroter. Concernant la profondeur des titres, je recommande de ne pas aller sur un niveau plus profond que 3. Un titre principal, un sous-titre, un sous-titre, c'est déjà pas mal. Dans certains cas, 4 niveaux, mais pas plus, ça ne sert à rien. La mise en page de cette table des matières doit être impeccable. Il faut très rapidement pouvoir retrouver, très rapidement pouvoir lire les différents titres et comprendre la structuration du rapport. Régulièrement, construisez votre table des matières. C'est-à-dire que dès le début, quand vous allez commencer à rédiger, je rappelle, ça se rédige dès le début un rapport, construisez vos tables des matières, regardez si l'organisation est logique et directement, vous pouvez, quand vous êtes donc dans des outils informatiques de type Word, déplacer des parties pour que la table des matières soit plus performante. Ça se fait dans un mode quand on utilise les styles correctement. J'y reviendrai dans la partie mise en page. Donc ça, c'est fondamental et c'est une partie à soigner comme le résumé. Ensuite, liste des annexes, figures, tableaux, équations. Donc ça, c'est à traiter comme la table des matières. Même principe, utilisation des styles. Et les styles permettent de construire automatiquement des tables de figures, des tables d'annexes, des tables de ce que vous voulez. Donc la construction est automatique à condition d'utiliser correctement les outils informatiques. Comme pour les titres, ça doit être parlant. C'est pas figure 3 ou figure 5. Aucun intérêt. C'est si vous avez un rapport financier, résultat, chiffre d'affaires, année fiscale 2008. Si vous avez un graphique qui représente une évolution commerciale, bien évolution commerciale de l'année A à l'année B, etc., etc. Donc le titre, comme de vos annexes, de vos figures, de vos équations, doit être parlant. Il faut vraiment décrire ce qui est derrière. Objectif, gagner du temps. Je vois cette liste-là, tiens, ce graphique-là m'intéresse, j'y vais. S'il est nommé graphique 3 ou graphique 4, impossible de savoir ce qu'il y a derrière, impossible de faire gagner du temps. Donc ça, c'est fondamental également. Introduction, ça c'est une partie évidemment obligatoire. Ça peut paraître un petit peu étrange de dire que, comme c'est écrit ici, l'introduction introduit le sujet. On voit très souvent des introductions moyennes parce que pas d'analyse du contexte, parce que pas d'analyse de la situation, parce que pas de remise en perspective du travail, peut-être par rapport à un rapport passé.
c'est un point fondamental. C'est pas la seule partie qui va être lue dans un rapport, mais si vous avez réussi à attraper votre lecteur avec le résumé, il viendra voir au moins l'introduction, très très souvent, et pour lui donner envie d'aller plus loin, il faut qu'elle soit très très propre. Remise en place du contexte, remise en place des problématiques, information sur le cheminement qui a été suivi, et également introduction sur la structure du rapport. C'est important dès l'introduction de donner son choix sur la structuration. Pourquoi mon rapport est créé avec une partie pour le directeur financier, une partie pour le directeur marketing? Pourquoi mon rapport est créé avec 3 parties techniques qui sont liées à mon analyse sur les moteurs, etc., etc. Important dès le début d'expliquer le pourquoi. Une introduction générale, c'est 1 à 2 pages grand maximum. Il ne faut pas non plus y mettre tout et n'importe quoi. Il faut faire gagner du temps au lecteur, donc il faut qu'elle soit courte, il faut qu'elle soit synthétique, il faut qu'elle aille directement au but. C'est une page qui prend un petit numéro de page, puisque dans le sommaire, c'est une page à laquelle on doit pouvoir se référer rapidement. Le contenu du rapport en tant que tel, bon bah là c'est l'essentiel du boulot, hein. Ça doit être organisé en parties, en sous-parties. Point fondamental, et je le disais quand je parlais des résumés, chaque partie, chaque sous-partie doit contenir un résumé. Pas sur 3 pages, un petit résumé. Une bonne façon de faire quand vous arrivez sur une grande partie, c'est de mettre le titre à peu près sur le tiers haut de la page et garder les 2 tiers du bas pour faire le résumé de ce qu'on va trouver dans le chapitre. Très 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 performant cette façon de faire, y compris pour les sous-parties. N'hésitez pas à faire des résumés. Chaque partie, chaque sous-partie doit s'introduire, doit se conclure. Quelques phrases d'introduction, de remise en place du contexte, quelques phrases de conclusion qui vont permettre d'expliquer ce qu'on va faire après, qui vont permettre de mettre quelques liens hypertextes sur des parties passées, qui vont permettre de remettre quelques liens hypertextes sur des parties futures, qui vont permettre de restituer vraiment l'essentiel du rapport. Donc ça c'est fondamental, et le nombre de rapports où on ne voit pas ça, c'est hallucinant. Hallucinant. Toujours bien se résumer, cette introduction, conclusion, ouverture partielle. N'hésitez pas, personne ne lit tout un rapport, chacun lit son petit morceau qui l'intéresse, lui faciliter la compréhension de ce qui a déjà été fait dans le passé et de ce qui sera fait après, c'est fondamental, et ça va certainement lui donner envie de lire des parties passées et des parties à venir. Ça se numérote. Il faut également numéroter les titres, et on le verra plus dans la partie de mise en page. Mais s'il y a une chose à retenir sur le rapport, pitié, sur ces grandes parties, c'est résumé, intro et conclusion. La conclusion, en tant que telle, dans le contenu du rapport, donc elle est fondamentale, tout simplement. Elle doit à la fois résumer les conclusions qui ont été trouvées dans les différentes parties. Elle doit reprendre une partie de la problématique, expliquer comment finalement on a réussi à y répondre ou pas. Et elle donne une perspective d'évolution. Donc souvent on voit des conclusions qui s'arrêtent. Boum, ça y est, c'est fini, on a terminé, on est peinard, on a fait notre projet, et c'est fini. Il faut toujours donner une vision au-delà. Comment, quel est le next step? Quelle est la partie suivante? Si je devais continuer ce projet-là, vers où j'irais? Pourquoi? Vous êtes une entreprise, vous apportez un rapport à une autre entreprise qui vous l'a commandé, vous avez fait votre travail, c'est bien, et là vous donnez une opportunité à votre entreprise de gagner plus d'argent. Pourquoi? Vous avez fait un bon boulot, le rapport est propre, vous proposez d'aller plus loin, vous avez été sérieux, l'entreprise avec laquelle vous avez fait affaire vous recommandera l'étude suivante basée sur vos recommandations. C'est que du plus. Vous êtes étudiant, vous rapportez une conclusion d'un TP. Pourquoi aller plus loin sur un TP? Pour donner des idées aux profs pour d'autres types de TP, pour montrer votre ouverture, votre envie d'aller plus loin. Il y a toujours ce besoin d'aller plus loin. Et en entreprise, vous le retrouverez systématiquement. Et c'est quoi si je devais aller plus loin? Donc fondamentalement dans une conclusion,
C'est fondamental dans les conclusions partielles et c'est fondamental dans tout type de conclusion que vous pourrez avoir à faire. La conclusion, ça se fait à la fin. La conclusion finale se fait à la fin, elle conclut, donc c'est quelque chose qu'on rédige à la fin. Et évidemment, on ne va pas rédiger quand on commence. Comme pour l'introduction, comme pour le résumé, ça doit être synthétique, ça doit aller directement au but. Donc on ne fait pas ça trop long, 1 ou 2 pages, grand maximum. Et c'est aussi une page qui se numérote, puisque c'est une page sur laquelle on va vouloir arriver à la fin. Bibliographie. C'est quelque chose qui doit se faire au fur et à mesure. Et surtout, n'oubliez rien et pitié, ne cachez rien. Il n'y a rien de pire que de trouver un ouvrage dans lequel vous êtes fortement inspiré, un ouvrage, que dis-je, des pages web sur lesquelles vous êtes fortement inspiré, pour ne pas dire copier-coller l'intégralité du contenu sans l'avoir donné. Donc déjà ça s'appelle du piratage de propriété intellectuelle, donc c'est pas honnête intellectuellement, et bonjour l'image que vous allez renvoyer. Mieux vaut dire cette partie-là était super, elle est nickel, elle vient de tel endroit, je vous la remets telle quelle ou je vous la résume, mais c'est ce truc-là qui est super, que de le cacher. C'est beaucoup mieux de faire ça. Vous faites gagner du temps à tout le monde. Vous faites gagner du temps à tout le monde, vous faites gagner la crédibilité à tout le monde. Petit rappel quand même sur ces aspects de propriété intellectuelle, quand vous faites un copier-coller, que ce soit d'un site web, d'un livre ou autre, il faut demander l'accord à l'auteur. C'est fondamental, c'est sa propriété intellectuelle. Vous n'aimeriez pas forcément qu'on fasse la même chose pour vous, sauf si vous le spécifiez, que les auteurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Si c'est pas spécifié, que d'autres personnes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Si c'est pas spécifié, dans ce cas-là, il faut demander l'accord à l'auteur. Donc bien vérifier ça quand vous faites un rapport. C'est à construire au fur et à mesure. 6 mois après, vous vous souvenez plus des ouvrages que vous avez vus, des pages web que vous avez vues, quelque chose d'assez simple à faire quand vous êtes sur le web, que vous surfez, vous faites des dossiers favoris. Et systématiquement, quand vous trouvez quelque chose d'intéressant qui vous a inspiré, vous le mettez dans vos favoris. Pour la bibliographie, il y a un certain nombre de règles qui sont assez formelles et assez strictes à respecter. Il faut spécifier le titre. En français, ça se souligne, un titre. Donc un titre est toujours souligné, pas entre guillemets. Ça peut paraître étrange, mais de façon littéraire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut y mettre l'auteur, l'éditeur, l'année de publication, parce qu'un titre peut avoir été republié et donc avoir eu des modifications, des parties supprimées, des parties enlevées. Et quelque chose d'important, ce qui s'appelle le numéro d'ISBN. C'est l'identifiant unique d'un ouvrage et qui permet de le retrouver. Même si vous n'avez pas le titre, même si vous n'avez pas l'auteur, même si vous n'avez pas l'année, peu importe, le numéro d'ISBN se trouve sur tous les livres, se trouve au dos, devant, enfin en tout cas vous le retrouvez. Donc pensez à mettre ce numéro d'ISBN. La bibliographie doit contenir, donc au-delà de ces informations-là, moi ce que j'ai tendance à conseiller, c'est un petit résumé, en plus de ce qu'on a pu trouver dans ce livre. Donc par exemple, vous allez mettre le titre, etc. Vous allez dire, voilà, c'est ce qui nous a permis de mieux comprendre telle ou telle problématique. Ça apporte de la valeur, également, ça permet de gagner du temps. Si une personne est intéressée par votre sujet, voit que vous êtes effectivement inspiré d'un livre sur lequel il y a plein de bonnes choses, si vous lui résumez ces plein de bonnes choses, ça va lui faire gagner du temps et là aussi vous gagnez en crédibilité. Et franchement, c'est pas compliqué à faire, c'est 2-3 lignes pour chaque ouvrage. Faites-le au fur et à mesure, c'est très vite fait. Webographie, c'est tout ce que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Donc évidemment, il faut mettre le titre de la page sur lequel vous avez pu trouver l'information, l'année, la société, le lien en tant que tel. Le problème d'Internet aujourd'hui, c'est que c'est pas comme un ouvrage qu'on peut retrouver. Beaucoup de pages sont supprimées. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller quand il y a vraiment des choses fondamentales dans ces pages web, c'est de les imprimer ou de les enregistrer au format électronique et de les mettre en annexe, de les conserver. Vous n'êtes pas forcément obligé d'imprimer l'intégralité de la page ou de garder l'intégralité de la page, mais au moins le texte pour lequel vous vous êtes inspiré. Surtout pensez bien à mettre sur ces pages-là les années, les titres, l'auteur, à qui ça appartient. Ce n'est pas votre propriété intellectuelle, donc il est bien important de spécifier que c'est pas à vous, que c'est bien à quelqu'un d'autre, que vous le mettez là juste parce qu'il est susceptible de disparaître.
Ne mettez pas en vrac vos bibliographies et vos webographies, essayez de les trier, de les classer. Une bonne façon de faire, c'est par partie. Vous avez plusieurs parties qui sont distinctes dans votre rapport, vous triez votre bibliographie, votre webographie de cette façon-là, ça permet de retrouver facilement. Autre petit truc intéressant, c'est cette bibliographie vous a permis de construire certaines parties du rapport. Utilisez une note de bas de page quand vous êtes dans une partie où vous faites référence à beaucoup de livres, d'ouvrages ou de pages web. Pensez à l'indiquer à cet endroit-là. Dans les notes de bas de page, vous dites voilà, c'est telle bibliographie, telle webographie, vous pourrez retrouver à la fin du document. Pensez à faire des liens hypertextes également sur la bibliographie dans vos parties. Ça ne rendra les choses que plus dynamiques et plus faciles à retrouver. Le glossaire, donc je le disais tout à l'heure, c'est un plus pour la compréhension, surtout quand il y a des termes qui sont techniques, scientifiques, spécifiques à une entreprise, spécifiques à un public. Faites-le en fonction également du public. Pour pouvoir retrouver plus facilement les mots d'un glossaire, ça se fait les trier par ordre alphabétique. Mettez-y surtout tout ce qui est abréviation. Si vous mettez une définition d'un dictionnaire, là également ce n'est pas votre propriété intellectuelle, c'est comme pour la bibliographie, mettez la référence du dictionnaire, l'année, la date, le type de dictionnaire, l'éditeur, etc. CF partie sur la bibliographie. Pensez à construire également cette partie glossaire au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que c'est que quand vous allez arriver sur un mot un peu bizarre, la première fois, que vous allez vous dire que c'est un mot un peu bizarre. 6 mois après, vous êtes tellement dans le bain que les mots un peu bizarres, pour vous, ils sont naturels. Donc, pareil, le glossaire se construit au fur et à mesure. Dans le rapport, il se construit au fur et à mesure, le glossaire doit se construire avec. Le truc que vous pouvez faire dans le glossaire avec les outils informatiques aujourd'hui, c'est de le rendre automatique ou plus ou moins automatique. Un mot de glossaire peut apparaître systématiquement de la même façon dans tout le document. Vous pouvez par exemple utiliser l'italique, on en reviendra dans la partie mise en page pour votre glossaire. Donc tous les mots du glossaire apparaissent en italique par exemple. Et de façon informatique, quand votre document est informatique, quand vous cliquez dessus, quand vous passez la souris dessus, une petite bulle peut apparaître avec la définition du mot du glossaire. Donc pensez-y, c'est important, c'est également une page qui se numérote, puisque c'est une page sur laquelle on aime bien aller voir les définitions. Les annexes, que doivent contenir les annexes? Alors, bon, on voit souvent des étudiants, c'est souvent des étudiants, qui mettent dans les annexes qu'ils n'ont pas pu mettre dans les X pages imposées du rapport. Donc parfois les enseignants disent bah voilà, le rapport c'est pas plus de 50 pages. Et certains sont tellement bavards qu'ils arrivent 100, 150, 200 pages. Que faire? Ils coupent et ils mettent en annexe. Donc ça, no way, ça sert à rien. Le rapport, il est là vraiment pour retrouver des informations spécifiques, faire gagner du temps. Il n'est pas du tout là pour étaler votre science ou votre confiture. Les annexes, ça doit être là pour illustrer, détailler plus en profondeur des points importants, pouvoir creuser plus en profondeur des points importants du rapport. Un exemple, vous avez une démonstration assez longue dans un rapport scientifique. Bon, aucun intérêt que sa démonstration longue soit dans le rapport. Zéro. Dans le rapport, vous allez mettre le début de votre le point de départ, le point d'arrivée de votre démonstration, et vous allez dire bah voilà, la démonstration complète se trouve en annexe. Point barre, ça sert à rien de mettre plus de choses. Et la personne qui voudra creuser plus votre démonstration et vérifier ira en annexe. Aucun intérêt de mettre cette partie-là, par exemple, à l'intérieur. Les extraits de textes de loi, c'est souvent pas passionnant, on les met plutôt en annexe, on garde les points essentiels dans le rapport. Si vous avez des plans, des photographies, des listings de programmes, des choses comme ça, ça c'est pareil, préférez les mettre en annexe, vous gardez une, deux illustrations, des petites miniatures dans votre rapport, un lien hypertexte et hop, vous pouvez pointer sur vos annexes. Du coup, les annexes doivent faire partie vraiment du rapport de façon intégrale. Pour des rapports
papier ou quand il y a des choses qui existent que sur papier, pensez à être créatif, utilisez vos ciseaux, les photocopies, les scanners et autres pour construire de belles annexes au format électronique et au format papier. Vous n'avez pas de limite sur le nombre d'annexes. La seule limite, ça va être votre créativité, ce que vous allez y mettre dedans. Soyez pas trop lourd. C'est pas la taille du rapport qu'on juge le rapport, c'est vraiment la qualité, aux informations que ça fait gagner. Et c'est ça le point le plus intéressant. L'annexe doit être là pour aider, pour apporter quelque chose. Si ça apporte rien, c'est pas la peine de faire une annexe. Côté style, les annexes font partie du rapport, donc elles doivent être sur un style qui est homogène par rapport au reste du rapport. Donc il faut au moins retrouver les mêmes styles de titres, les mêmes styles de sous-titres, les mêmes styles de rédaction. Évidemment, quand vous avez des plans ou des choses comme ça, c'est pas forcément facile, mais les pages de garde qui vont séparer vos annexes, pensez à les faire de façon structurée et pour le même style que le reste du rapport. Les annexes se numérotent, vous pouvez utiliser des numérotations qui sont spécifiques pour vos annexes et qui vont vous permettre d'aller directement à la bonne annexe. Encore une fois, les annexes, c'est important, il faut en prendre soin et pas la peine d'en mettre une tartine. Alors, en résumé de cette partie sur le contenu du rapport, il y a un certain nombre de règles à respecter sur la structuration du rapport. Je vous en ai donné les grandes lignes. Ça reste des recettes de cuisine, il n'y a pas de règle absolue, donc n'hésitez pas à adapter tout ça en fonction de vos besoins et surtout de tenir compte du public qui le lira. C'est un point fondamental. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas un bon contenu de rapport. Voilà qui conclut cette partie-là, avant de rentrer dans la partie sur la mise en page.